Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où elle est spéciale maison d'édition où ce soir nous recevons les éditions aux Forges de Vulcain et nous avons la chance d'avoir parmi nous un éditeur, David Meulmans. Nous aurons, alors ça va se décomposer en deux parties. Nous aurons la première rencontre qui va parler de la rentrée littéraire 2020 avec Gilles Marchand pour Requiem pour une Apache qui est sorti le 21 août, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et il sera interrogé par une libraire que vous connaissez tous qui s'appelle Madeleine Renaud et qui est libraire à la librairie Isler-Even à Metz. Avant de commencer cette rencontre, je vais rappeler aux amis lecteurs qui peuvent poser des questions, soit à Gilles, soit à David, par l'intermédiaire de l'onglet Converser. Et à la fin, je viendrai poser les questions à Gilles ou à David. Alors bonsoir messieurs et mademoiselles, bonsoir, j'espère que vous êtes bien installés. Nous sommes ravis d'avoir ce soir les éditions aux Forges de Vulcain parmi nous. Bonsoir David, vous allez bien? Bonsoir, très bien. Alors moi j'ai une première question parce je vais commencer par interroger David et après on laissera la place à Gilles et à Madeleine. J'ai envie de vous poser cette question, comment devient-on éditeur et comment on a envie d'être à la tête d'une maison d'édition? Comment ça se passe? Je pense que comme beaucoup de gens, je suis d'abord un lecteur et un jour j'ai fini par, en refermant un livre, en me disant ah, il manquait ça, il manquait ci. Et puis petit à petit, je me rendais compte que de plus en plus, en lisant des livres, je me disais que j'aurais fait différemment le livre. Et puis un jour, je me suis aussi mis à rêver de livres qui n'existaient pas. Et je me suis dit que à partir de ce moment-là, on a le choix entre deux choses, soit on devient critique littéraire, soit on devient éditeur. Et je me suis dit que mon tempérament allait mieux avec le métier d'éditeur, et c'est comme ça que je suis devenu éditeur. Alors on dit souvent que votre maison d'édition est une maison atypique. Êtes-vous d'accord avec ça et pourquoi? Est-ce que vous avez une Mais réponse à ça? je ne sais pas si elle est atypique. Si, alors il y a deux choses, c'est que si on crée une maison d'édition, c'est parce qu'on veut défendre des textes qui n'existent pas, mais défendre aussi une piste esthétique et intellectuelle qui n'est pas assez défendue, qui n'est pas assez existante. Et donc, en cela, on est atypique, mais simplement par comparaison avec les maisons déjà établies. Et sinon, oui, il y a une des idées des forges, c'est d'essayer d'avoir des textes de littérature générale où parfois il y a un peu de magie, ou parfois de la littérature de l'imaginaire qui a des ambitions littéraires. Donc ça crée une petite originalité, mais qui n'est pas délirante. En fait, c'est une maison plutôt grand public où mes exigences vis-à-vis des textes qu'on publie sont assez classiques, c'est-à-dire qu'il y ait une bonne histoire, un sens de la langue et un propos. Voilà. Et en fait, ces trois critères, c'est les critères que devraient avoir beaucoup de romans, en fait. Donc c'est votre ligne éditoriale. C'est une ligne, mais vous voyez bien que c'est assez général quand même de dire je veux publier que des livres où il y a une bonne histoire, qui sont bien écrits et qui ont quelque chose à dire. Voilà. Alors je crois qu'elle a été écrite en 2010, donc les éditions ont 20 ans, c'est ça? Elle est assez jeune. 10 ans, 10 ans. 10 ans, pardon, 20 ans, oh là là, excusez-moi, 10 ans, ouais, je suis fatiguée, c'est la chaleur. Est-ce que c'était important aussi d'inclure des textes scientifiques? Parce que c'est pas, je crois qu'il y a une grosse part de scientifique dans vos textes aussi. Alors, il y a une grosse part d'essais. Mm. Je pense que c'est lié au fait que, initialement, j'étais enseignant-chercheur en philo. Et j'ai créé la maison d'édition avec des amis. Et initialement, la moitié des textes étaient des essais et la moitié des textes étaient des romans. Parce que l'autre partie des créateurs de la maison d'édition, c'était mon ancienne troupe de théâtre étudiante, donc qui était plus créatif, plus du côté de la fiction. Et puis, petit à petit, par goût, par compétence, la partie fiction est devenue très, très dominante. Donc maintenant, on fait 10 titres par an, mais il y a 9 romans et un essai. Par contre, quand on sort un essai, c'est généralement quelque chose qui a été travaillé depuis très longtemps. C'est quelque chose d'assez solide. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir au titre de la maison d'édition? Alors moi, je sais pourquoi elle s'appelle comme ça, parce que je suis allée chercher. Est-ce que vous pouvez en parler très rapidement aux gens qui nous écoutent? Oui, alors quand je cherchais un nom pour la maison d'édition, je voulais quelque chose qui soit à la fois mythologique pour faire un peu rêver. Et puis, d'un autre côté, quand on prend un nom mythologique, ça a un côté parfois un peu prétentieux. Donc, il fallait à la fois que ce soit ambitieux sans être prétentieux. Et je me suis dit que Vulcain, c'était un personnage intéressant parce que au sein de l'Assemblée des dieux, c'est le seul qui ne soit pas beau.
c'est le seul qui soit handicapé, mais c'est le plus important parce qu'il fournit aux autres les outils de leur puissance. Il a fait le trident de Neptune, il a fait le char de Mars, il a fait enfin, plein de choses. Voilà. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que c'était une bonne image pour les livres, parce que les livres, c'est quelque chose de fragile, de discret, mais ça change complètement le monde. C'est-à-dire, il y a des gens dont la vie est complètement déterminée par un livre qui les a éblouis quand ils avaient 14-15 ans. Et je sais que moi, quotidiennement, je repense à des livres que j'ai lus il y a très très longtemps. Et donc, je pense que les livres, c'est les choses les plus importantes dans le monde, mais c'est des choses assez discrètes, comme le personnage ou la figure de Vulcain. Parfait. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on parle de Gilles. Selon vous, c'est quoi être un bon éditeur? Et notre accord, c'était que des questions simples. Voilà. Ben, c'est pas si compliqué que ça, en fait, hein, je pense. Non, disons que Vous avez il faut. quasiment répondu avant, hein, vous avez fait une bonne Non, synthèse. mais Donc. c'est que fondamentalement, je pense que tous les éditeurs ou éditrices que je connais cherchent à bien faire leur travail. La très grande difficulté, c'est qu'on le fait dans des conditions parfois difficiles. Donc, en fait, on raisonne selon l'optimal, c'est-à-dire on cherche à faire au mieux. Tandis que dans certains métiers, on raisonne plus en termes de maximal, c'est-à-dire on peut donner le maximum de temps et d'énergie. Et donc, c'est ça peut-être la difficulté, c'est-à-dire on connaît l'idéal pour être un bon éditeur, la difficulté, c'est pour l'atteindre. Mais je pense que l'idéal de l'éditeur ou de l'éditrice, c'est d'éviter deux écueils, c'est-à-dire être éditeur, c'est vendre des livres, mais il ne faut pas que ce ne soit que ça. Et être éditeur, c'est faire des bons textes, mais il ne faut pas que ce soit que ça. Donc en fait, quand on chute, quand on s'éloigne trop de l'idéal, c'est soit qu'on a été trop absorbé par le commerce, ou soit qu'on a été trop absorbé par l'intellectuel. Alors, ça peut sembler étrange de dire trop absorbé par l'intellectuel, mais trop absorbé par l'intellectuel, ça veut simplement dire si vous faites un texte superbe, mais que personne ne lit, c'est un échec pour l'éditeur. Ce n'est pas un échec pour l'auteur, parce qu'il a fait son travail, mais l'éditeur ou l'éditrice aura échoué. Vous voyez que vous avez très bien répondu à la question et qu'elle n'était pas si compliquée. Alors ce soir, vous êtes venu avec, enfin, vous êtes venu, nous avons la chance d'avoir Gilles Marchand qui est là. Je crois savoir que c'est un auteur important pour la maison, parce qu'il est là depuis 2016, c'est ça? Il est édité chez vous depuis C'est ça. 2016. Et en En plus, fait, c'est bon. Oui, pardon, allez-y. non, effectivement, Gilles est très important, mais à plusieurs titres. C'est que, alors dans l'édition, il y a un acteur de l'édition, parce que l'édition est une chaîne avec des maillons qu'on appelle les acteurs. Il y a un maillon très important qui est le diffuseur-distributeur. C'est la personne qui nous aide, nous les éditeurs, à mettre nos livres en librairie. Et en 2015, fin 2015, début 2016, on a dû changer de diffuseur-distributeur. Et donc, généralement, c'est 6 mois assez douloureux pour la maison d'édition. Et j'ai mis à profit ces 6 mois pour repenser un peu la maison. Et le premier livre qui a profité de cette refonte, en fait, c'est Une bouche sans personne, qui était le premier roman solo de Gilles Marchand. Et on a repensé un peu tout dans la maison. On a refait des nouvelles couvertures, on a resserré la ligne éditoriale, on s'est réorganisé en interne, et voilà. Et d'emblée, ça a été un succès, mais vraiment un immense succès, qui était un succès esthétique parce que Gilles avait amené un superbe texte, mais aussi tout s'est bien passé. Les libraires nous ont accompagnés dans cette transformation, ils ont aimé le roman, ils l'ont défendu, ils le défendent encore, et ça a complètement changé la vie intellectuelle et économique du livre. Et un autre point aussi, c'est que moi, je suis tout seul pour m'occuper des forges à plein temps. Et donc, d'une certaine façon, certains auteurs des forges prennent sur leur temps pour discuter avec moi de la vie de la maison d'édition. Et ils sont un peu des membres de la maison. Ce n'est pas juste des auteurs, voilà, ils participent à l'aventure. Et Gilles, c'est celui qui a le premier fait ça et qui l'a le fait le mieux. Donc, très souvent, on parle ensemble des autres textes de la maison. Ce qui n'est pas une relation tout à fait habituelle. Généralement, les auteurs parlent avec leur éditeur de leur texte et pas nécessairement de la vie générale de la maison. Et donc, ça a été une immense aide. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que l'idéal des forges, c'est un idéal d'artisanat, de compagnonnage, mais qui, jusqu'en 2016, était vraiment un idéal très théorique. Et grâce à Gilles, ça a commencé à devenir un exercice pratique.
qu'on a pu vivre au quotidien. Et maintenant, on a une sorte de petite assemblée de 24 auteurs et traducteurs qui se voient de temps en temps, qui discutent ensemble, qui s'entraident. Et donc, on se rapproche de notre idéal. Là, vu notre trajectoire, on a encore 50 ans pour l'atteindre. Mais en 5 ans, grâce à Gilles et grâce à Une bouche sans personne, son premier roman solo aux Forges, on a fait un grand pas et on est parti dans la bonne direction pour atteindre l'idéal. Je ne sais pas si Gilles veut répondre à David là-dessus. C'est beaucoup de compliments, mais effectivement, grâce à Gilles et grâce à pas mal d'autres auteurs, hein, grâce à Alexandra Coselli qui a fait une belle rentrée littéraire l'année dernière, grâce à Jean-Luc Daciano, Souviens-toi des monstres, à Luc Reinhardt, il y a beaucoup d'écrivains qui se complètent au niveau littéraire parce qu'on a tous des écritures assez différentes. Et c'est ce qui fait la richesse du catalogue, c'est ce qui fait qu'on se sent bien aux forges, on ne se sent pas concurrent, on se sent vraiment amis dans la construction, même si à chaque fois c'est une œuvre individuelle hein, qu'on construit. J'ai l'impression que il y a aussi une œuvre collective qui se construit avec ce catalogue en apparence assez hétérogène et qui finit par constituer un drôle de monstre dans le bon sens du terme, un monstre un peu inhabituel. Parfait. Un monstre, c'est forcément inhabituel. Vous avez compris l'idée. Oui, on a compris. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec David, on va s'en aller sur le bout des pieds et on reviendra à la fin. On va laisser Madeleine pour parler de ce magnifique roman qui est Requiem pour une Apache, qui est sorti donc le 21 août au Forges du Vulcain. Et on vous laisse discuter et on reviendra tout à l'heure. Je vous souhaite une belle rencontre. Merci, à tout à l'heure. Gilles, merci d'avoir accepté que j'anime cette rencontre. Je vais te tutoyer parce que j'ai mon parcours qui suit le tien et on s'est toujours reçu, je t'ai toujours reçu pour tes précédents romans. Alors, j'ai un peu l'impression d'être en famille ici. Tu viens nous parler de ton 3e roman solo, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qui est sorti donc le 21 août. Est-ce que tu peux nous faire un bref résumé de l'histoire, mais sans trop en dire? Alors, c'est toujours difficile hein, de faire des résumés. En général, j'attends que les libraires j'attends d'entendre quelques libraires le résumer pour pouvoir me mettre leurs mots en bouche. Je vais quand même essayer. C'est l'histoire d'une femme qui est caissière, qui n'a pas grand-chose pour elle. Elle a mis un petit peu sa vie entre parenthèses parce qu'elle n'a pas toujours... elle n'est pas née dans un milieu très favorisé. Elle n'a pas fait d'études et son père est alcoolique. Et alors, elle ne se sent pas victime de quoi que ce soit. Elle c'est sa vie, elle ne se pose pas trop de questions. Et c'est ça, elle se met un petit peu, elle a mis une chape sur ses ambitions personnelles. Et un soir, elle va découvrir un drôle de repère qui est un hôtel où se sont donné rendez-vous un peu tout un tas de personnages qui s'en sont pris plein la gueule hein, pour une raison ou pour une autre et qui, comme elle, ont décidé de s'enterrer là et sans faire d'histoire, sans rien demander à personne. Pareil, sans ambition, sans envie de révolte, sans ni de rébellion. Ils attendent que ça se passe, ils sont bien entre eux, ils boivent des verres, ils dînent ensemble, mais même sans trop discuter, ils savent à peu près qui ils sont, mais personne ne vient les embêter. Et un jour, pour une raison que je ne vais peut-être pas raconter, mais pour une raison assez anodine, Jolene va semer la graine de la révolte dans cette petite troupe. Et ils vont décider de ne plus se laisser faire et ils vont commencer à taper du poing sur la table. Voilà. Le prénom est lâché, Jolene. Alors moi, j'aurais pas dit Jolene, j'aurais dit Jolene. Ça dépend, je dis Jolene ou Jolene, ça dépend. Par la force des choses. Et alors, la première chose qui m'a marquée dans la vie de Jolene, c'est le métier de son papa, qui est loin d'être anodin puisqu'il était peintre de la Tour Eiffel. Pourquoi ce métier? Pourquoi avoir choisi une figure du père alcoolique et qui a un métier de rêve, presque? Enfin, qui fait rêver, en tout cas. C'est un métier qui peut faire rêver. C'est un métier d'ouvrier. Alors, de ce côté-là, ça ne fait pas forcément rêver tout le monde. Parce que c'est toujours très dur de trouver des métiers à ces personnages. Soit il faut des métiers suffisamment anodins pour pas que ça ait une interférence avec l'histoire, avec la psychologie du personnage, soit il faut que ce soit un métier un petit peu fort. Et c'est vrai que je pense que j'ai dû tomber sur un reportage sur
sur la Tour Eiffel et donc j'ai pris conscience que toute l'année, il y a des gens qui peignent la Tour Eiffel. Et en plus, moi, j'ai le vertige, donc c'est le genre de métier qui m'impressionne encore plus. Et je trouvais ça tellement... j'ai su à ce moment-là qu'il fallait qu'un jour, j'ai un personnage dont ce serait le métier. Et en plus, vu qu'il est alcoolique, je trouvais que ça allait bien ensemble. Enfin, non, au contraire, que ça n'allait pas du tout ensemble et c'est ça qui me plaisait. Jolene, elle n'a pas une vie simple et pourtant, effectivement, elle se laisse vivre. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me semble au début, même si elle avait un peu plus de rêves. Elle était partie pour faire des études, mais la vie a fait en sorte que ça... Oui, c'est ça, elle était un peu bagarreuse et puis son père alcoolique, ça la rendait pas nécessairement heureuse non plus. Donc, elle n'avait pas beaucoup d'amis. C'est pas un personnage qui était au début attachant. C'était pas la bonne copine. Je suis pas d'accord. Ah bah écoute, Moi, je l'ai trouvée très touchante dès le départ. Parce touchante, que... touchante pour un adulte peut-être, mais elle avait pas Ah de, oui. elle avait pas de copains dans la cour de récréation. Elle jouait toute seule, elle restait dans son coin. Elle était un peu la bouc émissaire de ce qui était cool, comme on dit. Et puis, son père va décéder. Elle va rester avec sa maman qui va avoir une obsession. Et alors là, il faut que tu m'expliques le choix de la chanson. Une obsession qui va être le Sud de Nino Ferrer. Il y a deux grandes chansons au fur et à mesure du roman. Ça va être d'abord le Sud, puis Jolene, forcément, puisque c'est de là dont elle tient son prénom. Pourquoi avoir choisi la chanson de Nino Ferrer? Pourquoi le Sud? Parce que déjà, c'est une chanson que j'aime bien, que je trouve assez jolie, je la trouve très jolie. Et il y a plein de rêves, je trouve elle est très mélancolique. Et puis c'est On dirait le Sud, donc on ne sait pas exactement. J'aimais bien ce personnage qui rêverait par procuration, qui rêverait qui voyagerait à travers cette chanson uniquement. Et puis elle a besoin de se rattacher. C'est ce que j'aime bien moi dans les chansons, c'est qu'on a tous l'impression qu'il y a des chansons qui nous appartiennent un petit peu, qui font partie de nous, qui nous ont construits, qui nous ont bercés. Il y a des chansons qui nous rappellent beaucoup de souvenirs. On sait que il y a des chansons qu'on va avoir du mal à réécouter justement parce que les souvenirs qu'elles évoquent pour nous sont des souvenirs très forts. Et elle, cette chanson, c'était un petit peu ce qui lui permettait de continuer à rêver. Elle s'est vite rendue compte qu'elle n'aurait pas une vie de rêve, elle n'aurait pas une vie de star, elle n'aurait pas une vie elle vivrait pas de grandes aventures enfin voilà. Mais cette chanson, c'est ce qui lui permet de garder les yeux un petit peu brillants. Donc, je n'ai pas vraiment répondu à la question de pourquoi cette chanson, mais j'aime bien l'idée qu'il y ait une chanson et je trouve que celle-ci convenait bien à ce niveau-là. Et puis, il fallait que ce soit un tube. J'avais envie que ce soit une chanson que tout le monde connaisse. Elle va rencontrer un narrateur qui va être le narrateur de toute l'histoire, celui qui va tout nous raconter, qui lui est un chanteur qui n'a eu qu'un tube, dont le seul tube d'ailleurs s'appelle Les Cœurs déchirés. C'est pas très joyeux. Qui est complètement, comment dire, on a l'impression qu'il est complètement à côté de ses pompes et en même temps qu'il est très impliqué dans l'histoire. Et alors moi j'ai adoré ce personnage juste pour ça, parce que tout le long je savais pas si il subissait l'histoire ou s'il la vivait avec Jolene. Est-ce que c'était voulu ou pas? Alors, lui, il essaie d'être le témoin. C'est la seule personne qui, avant d'arriver dans cet endroit-là, a eu son petit moment de gloire. Moi, j'ai toujours de la tendresse pour ces gens qui ont eu leur moment de gloire et qui essaient de s'accrocher au dernier rayon de lumière, à rester un petit peu sur scène le plus longtemps possible, même quand ils sentent que la scène ou le public ne les veut plus spécialement. Donc lui, il a connu ça, et il a connu la descente, et il a connu un petit peu l'humiliation, les vexations, enfin, ce moment où les gens cessent d'applaudir et préfèrent siffler ou se moquer. Il est ringardisé en fait. Et c'est quand il voit arriver Jolene, lui, il a accepté sa descente, et quand il voit arriver Jolene, il prend conscience qu'il y a peut-être un moyen de lutter, enfin qu'il n'y a pas de raison pour que quand il croise quelqu'un dans la rue, on se moque de lui en hurlant et en déformant les paroles de sa chanson. Et
Et il veut rester, il sait que lui, il a une parole peut-être un peu médiatique, il a encore, les journalistes le connaissent, les gens le reconnaissent dans la rue, et il se sent un peu une responsabilité par rapport à Jolene qui vit son moment de gloire et il sait assez vite qu'elle va se brûler les ailes, qu'elle n'est pas calibrée pour l'aventure qui va lui arriver. Et donc, il essaie pas nécessairement de la protéger, mais il la comprend bien et il veut raconter son histoire. Mais effectivement, il est un petit peu extérieur, il n'est pas très impliqué, hein. Au début, il regarde ça d'un œil un petit peu étonné, ça lui rappelle de bons souvenirs et ça lui plaît bien. Mais personne dans cette équipe-là n'est calibré pour l'aventure. De toute façon, c'est que des personnages secondaires, hein. Tous mes personnages, c'est ce qui me plaisait, c'était une de mes envies quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'est que je ne voulais avoir que des personnages secondaires et que le personnage qui était peut-être celui qui aurait fait le meilleur personnage si j'avais écrit à la troisième personne, enfin, ou en tout cas le personnage le plus flamboyant, ça aurait été le narrateur. Mais j'avais envie, justement parce que c'était celui qui était le plus flamboyant, j'avais envie d'en faire le narrateur et qu'il essaie de rester le plus neutre possible dans son récit. Dans l'hôtel, il y a pas mal de résidents. Je ne vais pas revenir sur chacun d'eux parce que je pense qu'il faut les découvrir au fur et à mesure. Ils ont tous leur petit moment de gloire dans le roman. Il n'y en a aucun qui est laissé de côté. Je voudrais juste revenir sur le personnage de Suzanne. Je ne m'attendais pas à ce que... Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait certaines choses qui me fassent rire ou qui m'interpellent. Je dois dire qu'il y a un des personnages qui vit avec sa bassine, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui m'a fait beaucoup rire, mais alors Suzanne m'a beaucoup interpellée. Il est dans sa bassine, on ne va pas raconter comment il y est arrivé, mais Oui, il est dans sa bassine. dans sa bassine. Et il y a Suzanne. Oui. Alors, est-ce que tu veux dévoiler qui est Suzanne et est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir... comment dire, choisi d'en faire un personnage aussi marquant, j'ai envie de dire, alors que finalement, elle n'est pas très présente. Non, alors, tout ceci est bien mystérieux. Tout à fait. Pourquoi alors, Suzanne, parce que ça part d'une petite réflexion dont je me suis rendu compte en lisant des critiques, que ce soit des critiques ciné, des critiques littéraires, des critiques de théâtre, où souvent il y a cette phrase qui est le décor est un personnage à part entière. Et à chaque fois, je me pose la question, et c'est quelque chose qui me gêne un petit peu, que je comprends, que je pourrais dire tout à fait en parlant d'un film ou d'un livre en plus, mais je me dis que le décor, c'est quelque chose qui est suffisamment important et suffisamment noble, enfin c'est un métier décorateur, donc qui est suffisamment important pour pas qu'on dise c'est un personnage important. Le décor peut être beau, peut être bien planté, peut être très présent, mais un personnage et un décor, c'est pas pareil. Disons que les personnages sont dans le décor. Et donc j'avais envie qu'il y ait un décor. Je me suis dit, quitte à prendre un élément de décor, alors j'ai pris un décor olfactif, puisque on peut le dire, Suzanne, c'est une odeur, mais qui est tellement présente dans le restaurant, dans l'atmosphère du restaurant, que les gens, quand ils rentrent, personne n'arrive à savoir exactement d'où vient cette odeur. Donc j'ai décidé un petit peu d'incarner cette odeur, et donc je me suis dit, quitte à ce qu'il y ait une odeur et qu'on dise que c'est un personnage du livre, je me suis dit, on va lui donner un prénom et une chambre. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça que Suzanne est née, est arrivée. Et puis j'aime bien ces personnages secondaires, c'est comme certains figurants dans les films. On les voit pas forcément, on voit des silhouettes, mais ça participe à l'ambiance de la scène. Et moi, j'aime bien ça, que j'avais envie que ce soit un personnage dont on ne verrait pas le visage, mais qui serait important et qui reviendrait comme ça à plusieurs reprises, qui serait un des personnages du livre, pour le coup. Moi, du coup, je n'avais plus l'image de l'hôtel, mais j'en avais l'odeur. C'était assez... Et puis, c'est un des sens qui n'est pas si facile à exprimer en mots. On parle souvent il peut y avoir beaucoup de mots sur le toucher, sur la vue, sur la musique,
Et j'avais envie qu'il y ait aussi une odeur dans ce livre-là. J'avais envie qu'il y ait cette odeur de vieil hôtel ou de vieux restaurant. Alors, à l'époque où où on fumait, il y avait toujours un mélange. Je me souviens, moi, quand j'avais de la musique, quand je jouais dans des caves, j'adorais ce moment où on entrait, on déposait les instruments dans la cave et ça sentait, c'était un mélange de bière, de tabac froid, de transpiration, de vieilles pierres. Et, et tout ça, c'est vraiment des souvenirs olfactifs, ce sont des souvenirs qui sont très forts. C'est pour ça que j'avais envie que ce soit présent dans le livre. Je vais passer un peu sur les personnages, même si on va y revenir brièvement. Pour moi, le livre, ça a été un peu la revalorisation des âmes blessées. Je ne sais pas si c'est très bien dit, mais tout au long du roman, tu vas revaloriser certains métiers, le métier d'ouvrier, le métier de caissière via Jolene, euh, et en même temps, tu vas leur donner des rêves, toujours déchus, quasiment pour tous les personnages de ce roman. Et en même temps, tu vas, comment dire, les valoriser par rapport à leurs rêves blessés, justement. J'ai adoré ça. Ils ont tous des rêves très communs, je trouve, des rêves que n'importe qui peut avoir quand tu les croises dans la rue. Il y en a un qui rêve d'écrire un livre, justement, qui espère que ça va le revaloriser. Il y a celui qui rêve de ramener la plage en pleine campagne et de ramener la mer et qui veut construire la mer. J'ai trouvé ça très poétique, très touchant. Et de l'autre côté, donc on avait cette vision du rêve et il y a toutes ces âmes blessées que Jolene va faire venir à l'hôtel. Tous ces gens très communs, au final, qui ont tous pris des coups dans la tronche, on va être clair, et qui cherchent juste une oreille pour se faire écouter. C'était le but du roman, c'était de revaloriser tous ces gens très lambda, au final, mais qui souffrent sans jamais rien dire. Alors, je ne sais pas si c'est le but, ou si c'était le but, ou si c'était le moteur, mais c'est vrai que la première page était un petit peu la boussole de mon livre. Et la première page, faudrait la relire, mais c'est le moment où on dit tous ceux qui ont suivi Jolene. Et alors, je ne sais pas si le but c'était de rendre hommage, mais en tout cas, c'était de raconter leur histoire, de raconter une histoire où ce seraient eux les héros, c'était de les mettre en lumière. Après, moi, je suis ni sociologue, ni un bon samaritain, ou je n'ai pas de mission, je ne pense pas, enfin, si je peux changer le monde, tant mieux, mais si je peux. Mais parler de but pour l'écriture d'un livre, je ne sais pas en fait. Elle est dure cette question, il faudrait que j'y réfléchisse plus longuement. Mais en tout cas, en ce qui concerne les rêves, c'est important les rêves. Et je pense que les rêves des gens racontent souvent plus que ce qu'ils font dans la vie, que leur métier. C'est quelle que soit notre situation sociale ou professionnelle, c'est ce que je disais par rapport au sud de la mer de Jolene. C'est ce qui nous permet de rester debout, c'est de penser que demain sera mieux qu'aujourd'hui, ou peut-être aussi bien en fonction de notre situation, mais que ça vaut le coup de rester debout et que si on n'y est pas, ça vaut le coup de tout faire pour se tenir debout. Parce qu'on a des rêves qui soient accessibles ou pas, c'est presque secondaire. Il faut ne plus avoir de rêve, ça doit être, enfin, c'est tellement triste, c'est tellement, enfin, c'est difficile de vivre sans rêve. Le personnage de Paul dit, page 160, un rêve brisé reste le début d'un rêve. Voilà, c'est ce que je disais alors. Mais oui, c'est ça, il se réalise pas, mais en tout cas, le moment, quand on rêve, on sourit. Donc, c'est déjà pas mal. C'est un bon début. C'est mieux que de faire la gueule. C'est sûr. Il y a une part de littérature hyper importante dans ce roman-là. Il y a énormément de passages de poésie. On va pas trop dire pourquoi, parce que c'est pareil, je pense que faut laisser il vient tout juste de sortir, alors on va laisser aux gens le temps de Parce le qu'en fait, découvrir. c'est un personnage qui lit beaucoup de poésie. Voilà. Et il y a des personnages qui ont aussi une énorme bibliothèque. On le sait assez tard, mais on ne dira pas qui non plus. Est-ce que c'était... comment dire? Est-ce que faire rentrer la littérature
dans ce lieu où on n'imagine pas du tout la littérature. Hein. Moi, j'imaginais un bar assez sombre, assez renfermé, presque sans fenêtre. C'était une volonté que ça ait une part importante dans le récit. Ah, déjà, tu viens de donner une partie de la réponse, c'est que c'est un bar fermé presque sans fenêtre, mais la littérature, c'est une fenêtre. Donc, de toute façon, pour eux, c'est un moyen de s'évader. Enfin, pour un certain nombre d'entre eux, il y en a qui ont la musique, il y en a qui ont les, enfin, il y en a qui ont les deux, mais il y en a qui s'accrochent à des livres. Et pour certains des personnages, la littérature est quelque chose d'hyper important. C'est ce qui leur permet de s'évader et de rêver. Et, et je pense que oui, c'était important d'en faire un élément du décor, de la même manière que on sait la musique qui passe dans le jukebox. Je trouve ça pas mal que la littérature continue à servir de décor. Et quel que soit leur milieu, parce que des lecteurs, il y en a qui viennent de tous les milieux. Tout le monde sait lire, c'est quand même un des arts les plus accessibles. C'est souvent plus facile de se plonger dans un livre que de se plonger dans une peinture qui demande parfois d'avoir quelques références, il y a certains films de la même manière demandent à avoir une certaine connaissance. La littérature, enfin, il y a beaucoup de livres, enfin, tu sais mieux que moi, hein, tu es libraire, donc, mais je pense que n'importe qui rentre dans une librairie, s'il est bien conseillé, il a de quoi s'éclater pendant 2 ou 3 soirs, quoi. Je suis d'accord. Je voudrais revenir sur une des dernières phrases du roman, qui ne dévoile rien, je tiens à le préciser, qui est « Il n'y a pas de vraie histoire, tout le monde l'a vécu différemment », qui rejoint un peu la première phrase du roman d'ailleurs. Ouais. C'est le propre du livre au final, de vivre chacun le roman de chacun sa perception du roman. Oui, et puis j'avais envie d'écrire une légende, que quelqu'un raconte une histoire qui s'est passée. Et son idée, c'est de dire, voilà, je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé parce qu'on a écrit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses sur cette femme et sur sa révolte de drôles de personnes. Donc, on a dit beaucoup de choses, mais moi, je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé parce que j'étais avec elle, je l'ai bien connue et j'ai connu tous ceux qui étaient là. Je suis le témoin idéal pour raconter cette histoire. Et au fur et à mesure qu'il raconte, il se rend bien compte qu'il y a des trous, qu'il y a des moments où il n'était pas là, donc il faut qu'il complète. Et c'est comme ça que se mettent en place les légendes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie histoire parce que selon le côté de la ruche où va s'être situé le témoin, l'histoire ne sera pas du tout la même. Et ça, le narrateur en prend conscience au fur et à mesure et à la fin, il dit voilà, il n'y a pas, je vous ai raconté une histoire, moi je pense qu'elle s'est passée comme ça, mais si vous demandez à quelqu'un d'autre, il vous racontera une autre histoire. Est-ce que dans ce bar, dans cet hôtel, aurait pu se trouver les personnages d'une bouche sans personne? Oui, je pense, oui. Mais on les croise, hein. Enfin, on en croise un. Non. Il y a des personnages comme ça qui reviennent d'un livre à l'autre. Il y a des musiciens aussi qui sont dans une bouche sans personne, qui viennent jouer un petit peu dans ce roman-là. C'est à la même époque, ils auraient pu, je pense qu'ils se seraient bien entendus. Oui. C'est volontaire, je suppose, d'avoir fait d'avoir fait ce pont en fait entre le premier roman et celui-là. C'est un pont entre le funambule, entre une bouche sans personne, un funambule sur le sable, une bouche sans personne, et même avec les nouvelles, parce qu'il y a une dame qui promène son chien qui est présente dans les 3 livres. Et c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des passants. Elle passe comme ça, elle traverse mes livres à chaque fois de manière assez anecdotique. On n'est pas obligé de la remarquer, mais elle est là et elle promène son chien tous les soirs. Et c'est une silhouette qu'on voit à chaque fois. Et j'aime bien cette idée que ces 3 romans-là soient au même endroit, dans le même monde. Il y a le réverbère aussi qui est présent dans tous les livres. Qui est aussi un personnage très important. En tout cas, C'est très important, on ne fait rien sans lumière. tout à fait. Est-ce que, alors là c'est une question purement qui vient du cœur, est-ce qu'il y aurait pu avoir une autre fin à ce roman? Non. Non, la fin, je le savais dès le début. Non, je pense pas.
Alors, c'est difficile d'en parler sans la raconter, Ah, c'est ça. mais les modèles, mes modèles étaient des modèles de fin. Ouais, c'est difficile de répondre à cette question sans en dire plus, mais ça ne pouvait, oui, ça ne pouvait se terminer que comme ça, je pense. Et c'est ça qui fait que j'espère que c'est une histoire un petit peu forte, c'est que c'est une combustion. Ouais. Et alors, pourquoi ce titre? Alors, euh, bah, le requiem, parce que le requiem, c'est une bonne réponse. Voilà. Euh, et, et la page parce que c'est une insurgée qui alors c'est pas la page, c'est pas une indienne, hein, c'est la page au sens Belleville début du XXe siècle. C'est des gens qui sont pas fédérés, sont des sortes de petits truands, de petits révoltés qui demandent rien à personne et qui sont ni syndiqués, qui sont pas organisés, quoi, et qui sont pas, c'est pas une mafia, c'est une espèce de mafia anarchiste. Enfin, je sais pas comment dire ça. Et elle, c'est ça, c'est un personnage qui décide de se soustraire de la loi qui voit ce qui se passe, quoi. Et qui a une image pas très reluisante. Il y a, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il y a un petit clin d'œil à Alexandra Koselleck dans le roman. Oui, bah, c'est le poème à crier dans les ruines d'Aragon. Ok. Hmm. Alors, c'est fait exprès. Moi, c'est un poème que j'aime beaucoup, dont on avait beaucoup parlé avec Alexandra au moment où elle choisissait son titre. Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la littérature ou de la musique. Je trouve que c'est un poème qui a été épuisé pendant quelques années, qui était épuisé chez Gallimard, qui était disponible à la Maison Elsa Triolet Louis Aragon et qui était édité. Donc, il fallait le commander, enfin, soit aller sur place, soit le commander, mais on ne le trouvait pas facilement en librairie. Et alors, je ne sais plus comment je suis tombé dessus, mais je l'ai trouvé tellement incroyable. C'est un des plus beaux poèmes que je connais. Et que voilà, j'avais envie de le mettre, j'avais envie de lui offrir une belle part dans le livre. Donc, il n'y est pas intégralement dans le livre, mais mais il est bien présent. Enfin, il y a un passage où il est bien présent. Il y a un passage. Moi, je l'ai découvert grâce à Alexandra Koselleck. Mm. On ne connaissait pas. Est-ce que tu veux lire un passage? Euh, Par alors, exemple, la première page. ouais, alors il faut juste que je. Attends, je crois que je me suis servi du livre pour caler. Attends, non, je reviens. Bouge pas. Enfin, oui, enfin, moi je bouge. C'est bon. Alors, j'ai la première page. Il aurait fallu commencer par le début, mais le début, on l'a oublié. Ça a démarré bien avant nous et bien avant elle. Rome ne s'est pas faite en un jour, la légende de Jolene non plus. On la présente aujourd'hui comme la meneuse d'une troupe d'insurgés. Plutôt que d'insurgés, ça tenait davantage d'une cour des miracles contemporaine, accueillant les trop maigres, les trop gros, les trop petits ou trop grands, les trop ceci ou trop cela, les roux, les arabes, les noirs et les chinois. Mais cette histoire n'aurait certainement jamais existé si les termes utilisés avaient été ceux-là. Parce que ce n'est pas les Chinois, les Arabes ou les trop gros qu'on les appelait. Dans la réalité, elle était entourée par les Shintok, les Bougnouls et les Bamboulas, les Youpins, les Grottas et les Boudins, les sacs d'os, les poils de carottes, les Nabos et les Avortons, les salopes et les pétasses, les Gouins et les pédés, les garçons manqués, les efféminés, les ploucs et les bouseux, les Mongoliens et les débiles, les crânes d'œufs et les queues de rat, les rastaquouères, les bâtards, les anciens tolards, les nouveaux crevards et les néo-clochards, les boiteux, les bigleux, les neuneux, les peureux, les pas sérieux, les vieux, ceux qu'on ne veut plus, les rebuts de la société, les inutiles, ceux qui n'ont plus rien à nous apprendre, qu'on n'écoute plus, qu'on ne veut plus entendre, les pas comme il faut, les mal élevés, les malhabiles, les mal finis, les mal foutus, les malades, les bancals, les sourdingues, les doudingues et les baltringues.
tous ceux qui prennent trop de place, qui ne rapportent pas assez d'argent, qui ne sont pas faits du bon bois, pas du bon moule, qui n'ont pas la taille standard. Entrée des artistes, sortie à l'hospice et sans un bruit, on ne veut pas vous entendre, on ne veut pas vous voir, on veut vous oublier, surtout vous oublier, faire semblant que vous n'existez pas, que vous n'avez jamais existé, que vous n'existerez jamais. Cette drôle de troupe avait fini par rassembler tous ceux qui avaient, un jour ou l'autre, été insultés pour ce qu'ils représentaient. Jolene leur a donné une voix, la sienne. Merci. Je ne sais pas si vous avez terminé de discuter. Oui, moi, c'est tout. On va peut-être demander à David de revenir parmi nous, parce qu'il y a une question pour lui. On va peut-être commencer par la question pour David, d'ailleurs. Cette question, c'est Laure qui la pose. Est-ce qu'on peut dire que les auteurs d'une maison atypique le sont aussi? Voilà. Non, je pense pas. Je pense que ce qu'il y a, c'est que dans beaucoup d'autres catalogues, on va retrouver quelques auteurs atypiques, mais qui sont parfois au sein d'un catalogue où il y a des auteurs qui ont une ambition de classicisme. Voilà. Et c'est vrai qu'au Forge, ce qui est la marge devient la partie centrale, voire la partie unique. Donc, ils sont pas... il y a des auteurs atypiques partout. On va dire que la dose au Forge est très forte. Voilà. Alors, je vais lire une question. Peut-être que vous allez la comprendre, moi je ne la comprends pas. C'est Fred qui la pose. Serait-il possible d'expliquer la rencontre avec Luc et le secret pour qu'il signe avec les Forges? Oui. Alors, dans le catalogue des Forges, il y a de la littérature francophone, mais il y a aussi de la littérature étrangère. Et parmi les auteurs étrangers, on a la très grande joie d'avoir Luc Reinhardt. Alors, Luc Reinhardt, c'est un auteur un peu mythique qui, au début des années 70, a publié un livre qui s'appelle L'Homme D, qui a été un immense succès international et qui reste un succès international, qui a été traduit dans 27 langues, qui est toujours qui a eu un projet d'adaptation au cinéma qui reste l'achat le plus onéreux d'un roman de l'histoire du cinéma. Voilà. Et L'Homme D, ça a été publié d'abord aux éditions du Seuil en 1973 pour l'édition francophone, puis ça a été repris en 1995 aux éditions de l'Olivier, et en 2019, c'est rentré dans le catalogue des Forges. En fait, beaucoup de gens pensaient que Luc Reinhardt était quelqu'un qui avait écrit, en France, avait écrit ce roman et avait disparu. Et en fait, pas du tout. Il a écrit tous les 4 ans, il publie un roman. Voilà. Et c'est simplement qu'en France, il y avait un malentendu sur ce qu'était l'œuvre de Reinhardt. C'est-à-dire que les Français voulaient retrouver L'Homme D. Sauf que Reinhardt, il n'allait pas faire 2 fois L'Homme D. Donc, il a fait des romans très, très variés qui partent dans tous les sens. C'est-à-dire, à chaque roman, il part à la conquête d'un nouvel univers. C'est-à-dire, il a fait un roman post-apocalyptique. Il a fait un roman qui est un roman médiéval japonais. Il a fait un roman pornographique. Il a fait plein de choses. Et il a fait des satires politiques. Il a fait un roman de science-fiction. Et en fait, je pense que les gens qui l'avaient lu en France étaient victimes d'un malentendu parce qu'ils ils voyaient dans Reinhardt un auteur de la contre-culture des années 70, ce qui n'est pas à proprement parler. Reinhardt est plutôt un auteur qui s'inscrit dans une tradition beaucoup plus longue, qui est la tradition des grands satiristes américains. C'est la tradition de Mark Twain, ce type de choses. Et ça m'amène à la réponse à la question, parce que sinon je peux parler très longtemps, c'est que tout simplement ce que veut un auteur ou une autrice, qu'il soit français ou américain, c'est d'être compris. Et le jour où un éditeur ou une éditrice vous écrit et vous parle de votre texte et vous vous dites « voilà une personne qui a compris mes textes », les choses sont beaucoup plus simples quand même. Et Reinhardt, c'est ça, c'est-à-dire je lui ai écrit et je lui ai dit « j'ai lu tous vos livres ». Tous vos romans, il y a 10 romans et 2 autres textes, 3 autres textes même maintenant. Et je voudrais tous les publier. Alors bien sûr, L'Homme D était chez l'Olivier, donc il n'était pas du tout prévu de récupérer L'Homme D. Et puis c'est Reinhardt qui s'est dit que c'était plus cohérent que L'Homme D vienne avec tous les autres. Et ça présente aussi un avantage, c'est que ça nous a permis de faire une nouvelle traduction de L'Homme D et de donner
à toute l'œuvre de Reinhardt le même traducteur, qui est Francis Guèvremont. Et donc, Francis Guèvremont, c'est un peu la voix française de Reinhardt, qui est en fait un auteur assez difficile à traduire, parce que c'est un auteur qui est très inspiré par le théâtre. C'est un auteur qui est très attentif au langage du quotidien, et c'est un auteur qui est très, très proche de la culture quotidienne américaine. Donc, en fait, il fallait un traducteur qui... Francis Guèvremont, il a vécu presque 20 ans aux États-Unis. Il est canadien d'origine. Et c'est quelqu'un qui était le traducteur parfait. Donc voilà, on a l'auteur parfait, qui est un grand auteur, le traducteur parfait. Donc voilà. Donc par exemple, début octobre, on a un nouveau roman de Luke Reinhardt qui sort, qui s'appelle Jésus-Christ président, qui est sur les élections présidentielles américaines. C'est un jour, Jésus en a assez d'entendre un président américain dire qu'il est guidé dans son action par sa foi. Et donc, Jésus prend le contrôle de ce président et abolit l'armée, abolit la richesse. Et voilà. Et, sauf que le Parti républicain ne le laisse pas faire. Voilà. Parfait. Merci d'avoir. Je peux en parler très longtemps. Hein, non, non. On va revenir à Gilles. Oui. Alors, il y a une question de Nathalie qui demande comment Gilles Marchand construit ses romans. Est-ce qu'il part d'un sentiment, d'un personnage, d'une ambiance pour être capable de créer son univers si reconnaissable quand on le lit? Je pars de différentes sensations, de grands thèmes dont j'ai envie de parler. Les personnages s'imposent après progressivement. Souvent, je pars d'un personnage assez fort et puis j'essaie de voir comment il réagit. J'ai souvent, c'est ça, peut-être des couleurs et des décors qui arrivent. Les personnages, à part un ou deux personnages, les personnages de Jolene étaient vraiment un personnage fort dont j'avais envie de parler. Je ne savais pas au début quel métier j'allais lui donner. Je ne savais pas exactement quelle était son histoire, mais j'avais envie d'un personnage féminin qui serait pas charismatique, qui ne serait pas une héroïne comme on a l'habitude d'en voir, ni une héroïne guerrière, ni une héroïne séductrice. J'avais envie d'un personnage fort qui ne serait pas un personnage né avec toutes les armes qu'on est habitué à voir dans la fiction pour certains personnages. Donc c'est parti de cette idée-là, et puis de cette idée j'avais envie de personnages secondaires, qu'il n'y ait que des personnages secondaires et de leur faire vivre une belle histoire. Alors, il y a Geneviève qui est là depuis longtemps et qui a une question. Gilles, parmi toutes les phrases que j'ai notées parce que je les adore et qu'elles te ressemblent, il y a celle-là. Une voiture de police s'est garée entre l'entrée et le plat de résistance, laissant des traces de pneus sur les nappes. Est-ce un premier jet? Est-ce que tu retravailles ce genre de phrase ou est-ce que David met son grain de sel? Si je dis que c'est les phrases de David, là, c'est fini. Ah non, mais en plus, non, attends. Faut juste savoir qu'effectivement, on travaille ensemble. Non, mais on travaille ensemble, mais Gilles pourra le dire, je n'ai pas une énorme sensibilité poétique. Je n'ai pas beaucoup d'oreilles. Donc, je ne peux pas intervenir sur ce type de choses. Voilà. Alors, pour répondre à Geneviève, c'est une phrase... En général, ce type de phrase me vient assez instinctivement. Le travail, après, c'est de voir si c'est utile ou pas. Ça m'arrive plutôt de supprimer ce genre de petites envolées, enfin, que moi, j'assume et qui me plaisent beaucoup. Parfois, ça m'arrive de... Il ne faut pas que ce soit gratuit, il faut que ça ait du sens. Et là, il y a une voiture de police, effectivement, qui arrive devant, alors que tout le monde est à table, et personne n'a prévu l'arrivée de cette voiture de police. Donc, j'ai essayé de montrer peut-être ce qui se passait dans la tête de tous ces personnages-là. Évidemment, quand il y a une bagnole de police qui arrive et qu'on est tous à table, on a vraiment l'impression qu'elle fait irruption entre tous les regards. On ne voit plus que la voiture de police. Et donc, j'ai rajouté la trace de pneu juste après. Je me suis dit que c'était peut-être bien pour bien montrer que c'était plus qu'une image. Si j'avais mis juste que la voiture de police arrivait entre le plat et le dessert, c'était peut-être pas assez fort pour moi. J'avais envie de concrétiser ça physiquement au milieu des personnages. Il y a Mathilde qui voudrait savoir, est-ce que c'est pas effrayant de sortir en rentrée littéraire de septembre? Si, mais je pense que c'est tout le temps effrayant de sortir un livre. Je ne sais pas s'il y a vraiment un bon moment. Ça s'était bien passé pour Une bouche sans personne, ça s'était bien passé pour Un funambule sur le sable. Donc on s'est dit qu'on allait recommencer parce que j'ai la chance d'être bien suivi par des libraires.
J'ai la chance d'avoir quelques lecteurs qui me suivent depuis le début, des blogueurs aussi qui m'encouragent. Donc, je- je- oui, c'est effrayant parce que là, c'est vrai que quand j'ai vu la rentrée, j'étais en librairie hier et quand on regarde la table des nouveautés, on se dit qu'il va falloir vraiment être soutenu. Il va falloir avoir des coups de cœur et des vraies passions pour le livre parce que sinon, ça va être difficile. Contrairement à ce qui a été annoncé, c'est une très grosse rentrée. Par exemple, on parle du nombre de premiers romans. Je crois qu'il y en a 65. C'est ça. Et quand j'ai sorti Une bouche sans personne, donc c'était pas il y a un siècle, hein, c'était il y a 4 ans, il y en avait 66. Donc tout le monde dit qu'il n'y a plus de premiers romans, mais il y en a autant qu'il y a 4 ans. Donc, Je sais pas, 511 romans en disant que c'est une rentrée légère, je crois qu'on n'a pas la même conception du léger, je pense. Mais... donc oui, c'est effrayant de sortir en rentrée, mais moi, ça me plaît plutôt. Hein. Je trouve que c'est une belle aventure. C'est un moment où il y a beaucoup de regards braqués en direction des écrivains. On a une fenêtre de tir, enfin, il y a une écoute à ce moment-là. Il y a une attention particulière et jusqu'à maintenant, ça nous a plutôt bien servi. Donc, on verra. Là, il est sorti depuis 3 jours, mais effectivement, là, je suis dans un drôle de moment. Hein. Camille a retourné ma question et te la pose à toi, Gilles. Qu'est-ce qu'un bon éditeur? Peut-être de le faire passer, je ne sais pas. Un bon éditeur, je pense que c'est quelqu'un qui sent... David, que se passe-t-il? C'est quelqu'un qui est amoureux du texte, qui sent ce qu'il y a de bon dans ce texte-là, qui va faire d'un bon texte un très bon texte, d'un très bon texte un texte génial, et qui va faire ça en donnant certains outils à son auteur pour qu'il y parvienne. Il ne va pas rajouter une ligne, mais il va mettre le doigt sur chaque nœud qui fait que le texte, chaque nœud qui empêche le texte de prendre vraiment de l'ampleur. Voilà, Pardon, oui, c'est ça, qui fait confiance à son instinct et qui après accompagne l'auteur. Parfait. Je crois que David, il n'y a rien à dire. Hein. Geneviève revient avec une autre question. Dans un filambule sur le sable, comme dans ce dernier roman, il me semble, si je ne me trompe pas, avoir découvert des allusions à des personnages du roman précédent ou même au titre. As-tu un objectif particulier à ça? Souhaites-tu construire un pont entre tes différents ouvrages pour en faire une œuvre? Oui, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Moi, ça me plaît bien qu'il y ait des clins d'œil quand ça s'y prête. Hein, il faut encore une fois, il faut pas que ce soit gratuit, mais quand ça s'y prête, j'aime bien l'idée que mes personnages se croisent et qu'ils apparaissent dans une histoire et qui reviennent, mais un peu. Alors, c'est pas la manière d'Hitchcock, parce qu'Hitchcock, c'est plus un clin d'œil un peu gratuit. Alors, il y a certains clins d'œil gratuits, par exemple, dans Un funambule sur le sable. Je raconte qu'il y a le personnage qui, quand il arrive dans son quartier, il n'y a personne dans les rues, il y a des commerces de bouche sans personne. Alors ça, c'est vraiment un petit clin d'œil, ça c'est un peu gratos. Mais sinon, j'aime bien que c'est un peu de sens. Et que c'est ça ce que je disais, que tout ça soit un petit peu dans le même monde. Je ne sais pas si dans le prochain, ça sera le cas, mais il est assez probable qu'on croise certains personnages. Et puis, je me rends compte qu'il y a certains personnages qui ont des choses à dire dans certaines circonstances et d'autres choses dans des situations différentes. Mais bon, on verra pour le prochain, mais il y a des chances, oui, qu'il y ait des clins d'œil. Parfait. Donc là, on est bientôt à l'heure de clôture. Je voudrais rappeler à nos amis lecteurs qui peuvent aller en librairie, soit à Metz, voir Madeleine, qui est de retour en librairie, pour acheter le merveilleux livre de Gilles Marchand qui s'appelle Requiem pour une Apache aux éditions Aux Forges de Vulcain. Remercier chaleureusement David, un homme de l'ombre, mais si important d'avoir été là ce soir avec nous. Gilles, merci aussi d'avoir consacré une heure d'échange avec Madeleine. Madeleine, merci d'avoir animé cette belle rencontre. Vous dire qu'on va vous laisser un peu tranquille jusqu'à lundi parce qu'on est encore un peu en vacances. Vous êtes surtout un peu en vacances et on se retrouvera lundi à 19h avec les éditions Sabine Westbizer. Donc, je vais vous souhaiter une belle soirée. Encore merci d'avoir été là avec nous. Amis lecteurs, allez en librairie, c'est la rentrée. Allez soutenir les auteurs, ils en ont bien besoin parmi ces 511 romans qui sont sur les tables. Ils ne sont pas encore tous en place, mais bientôt. Voilà, allez découvrir les livres qui sont édités aux Forges de Vulcain, c'est important.
Et je voudrais juste faire un petit coucou à notre Vulcain à nous, qui est Nicolas Houguet, qui nous écoute là. Et il y a aussi Jennifer Fulton, qui est à Washington, qui nous regarde aussi. Donc, c'était pour lui faire un petit coucou amical. Voilà. Écoutez, bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, je vous dis à lundi.